Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, je serai avec Olivier Litzka, associé chez Andera, et l'interview sera consacrée à David Solomon, directeur général de Farnext, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Olivier Litzka, associé chez Andera. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je rappelle, Andera, c'est cette société d'investissement spécialisée notamment dans les sciences de la vie, avec la franchise Biodiscovery, un ensemble de fonds, c'est une des plus importantes en Europe. Et justement, c'est votre expertise dans ce domaine des sciences de la vie dont on avait envie de profiter, Olivier, aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment dans votre secteur que finalement cette crise du Covid-19, elle a suscité une effervescence particulière que vous ressentez dans votre activité de tous les jours pour le secteur de la santé? Alors, je pense surtout que ça a mis un spot sur ce secteur. Le secteur, il va bien, très bien, depuis un certain nombre d'années, parce qu'il a délivré. Cette industrie a délivré des nouveaux médicaments, des nouveaux dispositifs médicaux. Donc c'est pas juste en 2020, c'est ça en fait? Exactement, ouais. C'est un processus de délivrance de nouveaux médicaments qui a commencé il y a 15 ans, 10 ans, et on parle du hépatite C, de l'immuno-oncologie, de la cancérologie, en maladies rares, la thérapie cellulaire, la thérapie génique, tout ça, ça a délivré des nouveaux traitements sur des maladies où il y avait peu ou pas de solutions. Ouais. Donc, à cause de cela, il y a eu un intérêt et ça s'est bien développé. Maintenant, avec le Covid-19, il y a un spot sur cette industrie, et on se rend compte que, heureusement, il y a des sociétés de biotechnologie comme par exemple, que tout le monde connaît aujourd'hui, Moderna, oui. Mais aussi CureVac et BioNTech en Allemagne, donc en les Europe. Sociétés qui travaillent sur un vaccin contre le Covid-19, mais pas seulement, donc pas tout seul. Elles travaillent sur ce vaccin en coopération avec des big pharma qui ont besoin de cette innovation. Donc, si aujourd'hui 2/3 des nouveaux produits médicaux arrivent des biotech, donc des petites boîtes et moyenne taille, c'était que 1/3 il y a justement 10 ans. Donc, il y a eu un énorme retournement de ces catégories. Et c'est en coopération entre pharma et biotech que cette industrie va trouver des solutions. Je ne vais pas m'avancer à dire quand est-ce qu'elle arrive exactement. Il y aura plusieurs solutions, une après l'autre. Mais c'est cette combinaison des deux grosses industries qui va amener la solution. Donc pas vraiment une nouveauté, peut-être une mise en lumière quand je vous écoute. Voilà. Et les gens ont vu qu'on pourrait avoir un succès financier dans cette industrie aussi, bien sûr. Et ça nous a aidés, à nous et à d'autres fonds, de lever des fonds de plus en plus grande taille pour aider ces startups de grandir et de se développer d'une façon importante. Alors justement, je crois d'ailleurs que vous êtes en train de lever un nouveau fonds. Est-ce que les investisseurs, eux aussi, ils ne sont pas en train de se rendre compte, et notamment les investisseurs institutionnels, qu'il y a là un potentiel, et après peut-être un peu avoir délaissé le secteur de la santé parce que c'est risqué, et puis peut-être qu'il y avait d'autres aspects de la technologie qui étaient plus mis en avant, sont eux aussi en train de revenir? Alors, il y a ce sous-jacent positif qui a aidé sur les dernières 10 années à nous et à d'autres de lever des fonds de taille significative et croissante. Donc il y a eu cet intérêt. Maintenant, on peut dire oui, on est en train de lever un nouveau fonds et l'intérêt est important. Mais ce qui est surtout important, c'est sur les dernières 2-3 années, dans le privé. Donc, on parle beaucoup de ce qui se passe avec les sociétés en bourse et combien elles se développent et leur valorisation, etc. Ce qui s'est passé en privé, c'est qu'on a vu des tours de financement dans des sociétés européennes, une levée de 150 millions dans notre portefeuille, par exemple, AM Pharma aux Pays-Bas ou Arvel aussi aux Pays-Bas, mais aussi en France, Dynacure, 80 millions de levées. High Life, valve percutanée, qui a fait une très belle levée. Donc, il y a des grands tours qui se font, et ça, c'est très important pour les sociétés, en amont de même réfléchir d'aller en bourse. Et ça, les investisseurs qui sont effectivement sur les sociétés cotées, ils ne le voient pas forcément, effectivement. C'est très important, c'est une nouvelle étape qui se produit aussi en Europe, avec des tours de financement dans lesquels, et ça c'est aussi
un développement positif. Oui. Un développement positif, c'est que les tours de table sont mixtes européens, américains, parfois aussi asiatiques, oui. mais surtout américains et européens. Et ça, encore, ce n'est pas le résultat du Covid sur 6 mois ou d'autres développements, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'on a fait, nous et d'autres fonds, c'est d'aller investir aussi aux US dans leurs startups de biotech, d'investir à côté d'eux, de les intéresser pour nos sociétés européennes. Et là, depuis quelques années, ils arrivent et ils investissent en Europe dans les sociétés de biotech et medtech. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un bon signal, j'imagine. Un beau signal et une bonne chose pour les sociétés, à part la compétence internationale qui est encore meilleure que rester chez soi. Un grand élément supplémentaire, c'est qu'avec ces fonds, on a potentiellement accès au Graal, qui est le Nasdaq, et la possibilité de faire une introduction en bourse avec ces connexions qui se sont établies avec ces investisseurs américains. Bon. On voit quand même, depuis, là pour le coup, c'est assez lié à la crise Covid, notamment si je regarde la progression des cours peut-être plus en France ou en Europe. On a une progression du cours de bourse des biotech cotées. On a aussi des deals récents qui ont été conclus et parfois à des prix assez impressionnants. Sanofi sur Principia, Johnson & Johnson sur Momenta, Gilead sur Immunomedics. Est-ce que ça, c'est un feu de paille pour le coup, peut-être plus temporaire, plus conjoncturel, ou est-ce qu'il y a là un espèce de cercle vertueux de dire finalement, aujourd'hui, eh bien, on va se rendre compte qu'une partie de la biotech, notamment en France, soyons un peu cocardiers, n'est pas assez bien valorisée finalement? Alors, je ne crois pas que c'est un feu de paille en ce moment. Il y a bien sûr un spot sur cette industrie. Il y a de l'intérêt qui vient un peu de tout le monde maintenant. Donc ça, il y a peut-être quelques exagérations. Et les sociétés qui peuvent se mettre en bourse ont beaucoup d'alternatives maintenant. Soit je vais en bourse, soit je continue dans un tour privé, soit je me fais racheter. Le rachat, il se fait un peu moins souvent en ce moment parce que l'option bourse est ouverte. Dans notre portefeuille, on a eu la chance, par exemple, d'avoir un grand rachat d'une société en cardio-rénal qui s'appelle Corvidia. Elle s'est fait racheter par Novo Nordisk. Donc, il y a encore ce principe des pharma qui se rachètent une pipeline par acquisition. Mais il y a bien sûr une énorme possibilité pour les sociétés d'aller en bourse aujourd'hui. Même en Europe, on a eu un cas très récent en medtech. En Belgique. Société, exactement, en Belgique, qui s'est cotée sur Euronext, qui s'appelle Nyxoah, une société qui développe un neurostimulateur apnée du sommeil, exactement, et qui a fait une très belle levée de 80 millions, à une valorisation, je crois que 300 millions d'euros prix, et elle a fait aussi une bonne performance depuis qu'elle est cotée. Donc voilà, il y a peut-être des petits éléments. Je ne veux pas parler de trend déjà. Oui, parce qu'il faut le dire. Et là, il y avait des Américains aussi qui sont venus. On est un peu pauvre en introduction en Europe par rapport à ce qui se passe au Nasdaq. Ça peut revenir des biotech un peu plus d'introduction. C'est vrai, on a vu en Europe. Pendant la période Covid, on a vu 60 ou plus introductions biotech au Nasdaq. Et petite anecdote, normalement, ça se fait par des roadshows. Et ça, c'est un roadshow, ça veut dire le dirigeant, il passe d'un fond à l'autre, il fait la tournée, mais physiquement. Aujourd'hui, les roadshows se font dans 3 jours par Zoom. Donc, ça a vraiment changé. Et ça marche aussi bien pour lever des fonds. La dynamique est bon. Dans le privé, vous voyez, avec le travail qu'on doit faire, on est quand même très content de rencontrer les gens et ça se fait, on trouve des solutions. Pour construire une relation sur la durée, il faut vraiment se voir. Bon, mais alors des intros en Europe, ça va reprendre peut-être un petit peu? C'est peut-être trop tôt pour le dire encore? C'est trop tôt pour le dire. Il y a un bon esprit autour de ce sujet. Il y en a eu une ici, on verra si ça peut... ouvrir, en tout cas, inspirer d'autres sociétés. Exactement. Il y a des domaines aussi, il faut le dire, en vogue dans la biotech, l'immuno-oncologie. On a beaucoup parlé de NASH ces dernières années. Là aussi, est-ce que le Covid a rebattu un peu la donne? Est-ce qu'on s'intéresse de nouveau un petit peu plus au vaccin, au diagnostic? On a vu des sociétés là aussi qui ont flambé. Est-ce que les investisseurs ouvrent un petit peu leurs œillères? Alors, en ce qui nous concerne, avant d'y venir, à ces secteurs-là, nous, dans le medtech, on regarde, comme je disais, neurostimulation, valve cardiaque, la robotique en medtech. Ça, c'est des secteurs d'avenir et qui sont très intéressants. En biotech, on va continuer de regarder cancéro, mais très sélectif, parce que immuno-oncologie, tout le monde parle. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait, tout le monde en parle. La thérapie cellulaire et génétique,
On pense que vraiment ça arrive. Il y a des complexités de production, bien sûr, et de prix. Mais il y a de plus en plus de solutions. Donc ça, on va suivre. Cardiovasculaire, mais on fait aussi des choses un petit peu moins connues, le choc septique, avec une société en France, Inotrem par exemple, ou AM Pharma aux Pays-Bas. On est allé dans l'Alzheimer. Il ne faut pas oublier ces grandes indications, ces grands problèmes aussi de santé publique. Et oui, le vaccin. Le vaccin, avant le Covid, c'était un endroit qui n'était pas très intéressant pour un investissement. Là, extraordinairement important. Et je ferai une parallèle avec un autre secteur qui a toujours été un peu délaissé les dernières années. Tout le monde connaît les maladies nosocomiales, tout le monde connaît les multirésistants bactéries. En ce moment, pour les antibiotiques, c'est un domaine assez compliqué, un endroit assez compliqué concernant le remboursement. J'espère et je pense que, par exemple, sur les antibiotiques, il y aura aussi un réveil de l'importance de cette classe de médicaments. Ben voilà, c'était merci Olivier Litzka d'avoir fait avec nous le tour de ce qui se passe dans le secteur des biotech. Je rappelle, vous êtes associé chez Andera. Merci Olivier. Merci beaucoup pour votre intérêt. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du journal des biotech David Salomon, directeur général de Pharnext. Bonjour David. Hello, how are you? Très bien, merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour évoquer justement les perspectives de Pharnext. J'ai envie de commencer par une question peut-être un petit peu provocante. Ça fait 6 mois, un petit peu plus, à peu près 6 mois que vous êtes arrivé à la tête de la biotech. Comment vous avez occupé votre temps sur ces 6 premiers mois ? Nous avons été très occupés. En fait, durant le Covid, nous avons dû procéder à beaucoup de changements structurels pour muscler la société et pour préparer au mieux sa croissance future. Nous avons considérablement musclé l'équipe de management, notamment avec le recrutement du Dr Adrian Ettner pour être notre directeur médical et conduire notre R&D. Alors, Adrian vient des États-Unis. Il a été auparavant vice-président et directeur médical d'Eagle Pharmaceuticals, une entreprise cotée au Nasdaq. Il a piloté 7 ou 8 enregistrements de médicaments. C'est un neurologue de formation. Il a une réelle expertise dans les maladies rares. On est donc très heureux d'avoir Adrian. Dans le même temps, nous avons accueilli 6 nouveaux membres à notre board suite à notre dernière assemblée générale mixte. Toutes ces personnes ont une très grande expérience, une très bonne vision dans les domaines du corporate finance, de la R&D, dans les développements précoces et avancés. Et bien sûr, toutes ces personnes, en plus de Michel de Rosen, le président du conseil d'administration, fait que nous avons maintenant une excellente gouvernante d'entreprise. Troisième élément, nous avons approché la FDA avec un briefing book sur la manière dont on doit avancer avec PXT 3003. Et la FDA nous a répondu avec des recommandations précise permettant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ainsi que les éléments clés pour notre étude pivot de phase 3. Ils nous ont dit, suivez la feuille de route. Cette feuille de route est très claire et si nous la suivons bien, je crois que nous avons une excellente probabilité de succès pour l'approbation de notre médicament. Enfin, dernier point, sur la période de ces 6 derniers mois, nous avons eu notre assemblée générale et cette assemblée générale a approuvé les délégations autorisant le conseil d'administration à augmenter notre capital et à lever de l'argent pour soutenir à la fois nos essais cliniques et le développement de notre plateforme. C'est une période excitante. Nous sommes à un moment qui pourrait constituer une révolution chez Pharnext. Bon, on l'a vu, donc des recrutements, renforcement de la gouvernance et puis effectivement cette précision de la FDA sur la feuille de route de PXT 3003, votre actif le plus avancé dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1, on va dire CMT pour faire simple. Justement, est-ce qu'on peut, à la lumière de cette réponse de la FDA, savoir où on en est des essais de PX 3003, de cet essai de clinique de phase 3 et de quand on peut attendre des résultats? Oui, nous avons reçu la confiance de la FDA et toutes les perspectives pour avancer. Le titre avait bien réagi, une belle augmentation du cours de bourse le jour de l'annonce. Oui, c'est exact. Pour les actionnaires, nous essayons de faire tout ce qu'il faut, de faire un bon travail pour redresser la valeur et augmenter leurs bénéfices.
En ce qui concerne PXT 3003, ce que nous a dit la FDA, c'est faites une étude pivot de phase 3 qui utilise comme critère principal l'ONLS pour la CMT. C'est un critère à valeur ajoutée que nous avons déjà expérimenté avec des résultats de phase 3 prometteurs. Nous ne sommes pas en terrain vierge, c'est un terrain que nous connaissons. Oui, c'est comme une feuille de route. Vous avez l'expérience, il suffit de suivre le plan, mais faites-le uniquement avec une dose élevée comparée au placebo. Auparavant, nous avions fait cela avec le placebo, une faible dose et une dose élevée. Bref, maintenant, faites-le juste avec 2 bras. Analysez les combinaisons des 3 produits qui composent PXT 3003 chez des modèles animaux, des modèles de rats. Donc on fait tout ça au sein de l'Institut Max Planck en Allemagne, un établissement académique très prestigieux dans les conditions de bonnes pratiques de laboratoire ou s'en rapprochant. En conséquence, nous soumettrons donc cette étude juste avec 2 bras, un placebo et la forte dose. Nous ferons cette étude avec 350 patients, 175 patients pour chaque bras. Elle se déroulera dans approximativement 40 centres cliniques, essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Nous avons la CRO pour nous aider à conduire cette étude. On a le protocole à soumettre à la FDA. Nous sommes très proches d'eux et nous sommes impatients de débuter l'étude. L'information clé est que nous débuterons cette étude au premier trimestre 2021. C'est très bientôt et nous devons être bien préparés. C'est aussi excitant car il n'y a pas beaucoup de sociétés avec une action aussi basse que la nôtre et qui entrent en phase 3 avec autant de résultats cliniques de phase 3 déjà connus et avec l'objectif d'une approbation. C'est une très belle opportunité aujourd'hui pour les actionnaires d'accompagner cette accélération. Donc démarrage de l'étude, si j'ai bien compris, premier trimestre 2021 et peut-être des résultats à quelle échéance? On ne peut pas être très précis. Il y a le Covid, nous avons 40 centres, 175 patients par bras, mais laissez-moi vous dire que nous espérons boucler l'étude et obtenir l'approbation de la FDA durant l'année calendaire 2023. C'est un objectif raisonnable pour effectuer ce genre d'études avec ce critère d'évaluation, avec ce type de patient. Nous sommes sur une rampe de lancement, c'est excitant pour nous. Notre cours de bourse avait atteint auparavant les 29 €. Vous allez y retourner? Oui, on a les moyens d'y retourner. Je veux le dire à nos actionnaires. C'est le bon moment de regarder Pharnext et de suivre son accélération. Il y avait votre journée investisseur hier, 13 octobre, consacrée essentiellement justement à la CMT. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur cette maladie? Et puis peut-être une question aussi un peu connexe, où est-ce qu'en est la concurrence? Vous avez longtemps été seul sur cette indication. Est-ce que, avec les retards que vous avez subis, eh bien finalement les concurrents commencent à pointer le bout de leur nez? Ce que nous avons entendu lors de ce R&D Day, notamment de la part du docteur Mario Saporta, professeur de l'Université de Miami, qui est l'un des meilleurs experts mondiaux de la CMT, c'est que dans cette maladie, le score OLNS est un critère d'évaluation, mais c'est aussi celui sur lequel nous pouvons nous reposer pour étudier la progression des patients. Les patients qui ont cette maladie déclinent constamment. Si le diagnostic tombe lorsqu'ils ont 14 ans, ils subissent. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de 30-40 ans, ils ont enregistré une large perte de leur capacité à ressentir, à bouger et à profiter des activités de la vie quotidienne. L'ONLS nous indique dans quelle mesure les médicaments peuvent stabiliser ou augmenter les fonctions ou, en l'absence de traitement efficace, comment ce déclin se produit. C'est donc un très bon indice de prédiction. Il en ressort essentiellement une compréhension de l'histoire naturelle de la maladie et donc de la manière dont, de notre côté, le PXT 3003 peut soit stabiliser, soit améliorer les performances de ces patients. Ce sera le seul médicament. Il n'y a rien d'autre qui s'en approche actuellement en phase clinique. Vous restez seul, loin en tête. Oui, nous sommes seuls. Et c'est un avantage énorme dans les maladies rares. Lorsque vous avez le mal à la tête, vous avez le choix entre l'aspirine et le paracétamol. Il y a des choix. Si quelqu'un vient avec un autre médicament, c'est bien, mais le patient a déjà le choix. Avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, il n'y a pas d'autre option. L'option ici est donc notre médicament et nous pensons que si nous montrons qu'il peut stabiliser ou améliorer modestement l'état des patients, ce sera un énorme succès. D'ailleurs, nous avons une étude en cours
qui s'appelle une étude de prolongation. Ce n'est pas une étude randomisée ou en double aveugle, ce n'est pas un placebo versus une dose expérimentale, c'est une étude ouverte. Nous savons que tout le monde reçoit le traitement, mais quand nous interrogeons ces personnes, environ 130 d'entre elles, toutes disent qu'elles se sentent mieux, qu'elles vont mieux, qu'elles peuvent davantage avoir des ressentis et des meilleurs mouvements. Il est donc déjà possible d'en rendre compte. Encore une fois, ce n'est pas l'ONLS, ce n'est pas une échelle, c'est un sentiment, mais il y a déjà des rapports qui indiquent qu'ils se sentent mieux. Donc nous souhaitons accélérer sur cette base. Et le succès de FarkNext repose sur le fait que si le PXT 3003 est approuvé, cela prouve l'idée de la plateforme. Cela prouve que vous pouvez combiner des médicaments ensemble et avoir de nouveaux médicaments qui sont en quelque sorte des surprises, et c'est la base de FarkNext. Alors justement, très bonne transition que vous venez de faire. On parle beaucoup en ce moment de PXT 3003 et on se dit, mais finalement, que devient la plateforme de pliothérapie avec potentiellement plein d'autres indications, déjà pour PXT 3003, mais aussi on pense à PXT 864, dont on entend un petit peu moins parler en ce moment dans la maladie d'Alzheimer. Où est-ce qu'en est FarkNext par rapport à tous ces autres produits, où on a le pipe de FarkNext finalement? C'est une excellente question. Une entreprise doit avoir un pipeline afin d'avoir plus d'une corde à son arc et avoir davantage de chances de réussir. Compte tenu de nos ressources, cependant, il est préférable pour l'instant que l'on se concentre sur le 3003 comme la tête d'affiche de FarkNext pour démontrer que l'hypothèse de la pliothérapie de la plateforme fonctionne. Bien sûr, nous sommes intéressés par le développement de nouveaux médicaments en utilisant cette théorie. Mais les premières idées, dont le 864 pour la maladie d'Alzheimer, sont encore à un stade précoce. Elles n'ont pas de valeur actuelle nette vis-à-vis de la valeur de notre entreprise. Et donc, si nous dispersons trop nos moyens et que nous dépensons un peu sur le 3003, un peu sur le 864, un peu sur une nouvelle découverte, nous ne serons pas concentrés et nous ne pourrons jamais faire approuver un médicament. Donc maintenant, sous ma direction, nos équipes doivent se concentrer entièrement sur l'approbation du 3003. Et si cela fonctionne, nous pourrons consacrer des ressources sur la plateforme, nous aurons plus de chances d'avoir des résultats, de trouver plus de médicaments et de générer plus de valeur pour les actionnaires. Donc, les autres produits, ils sont là, mais c'est PXT 3003 d'abord. C'est ça la grande priorité quand on vous écoute, David Salomon. Exactement. Quand vous regardez une entreprise comme Tesla, ses équipes ont d'abord dû faire fonctionner leur modèle S. Elles ont dû prouver qu'il était possible de fabriquer cette voiture et en faire une production de masse. Et quand elles y sont parvenues, elles ont pu passer au modèle 3, au modèle X et se développer. Et regarder comment évoluer la valorisation boursière. Il faut donc prouver la thèse. Dans notre cas, la médecine est-elle réelle? Fonctionne-t-elle? Et pouvons-nous utiliser cela pour mettre en valeur la plateforme de pliothérapie? Si nous obtenons de bons résultats, l'avenir est à nous. Bon, le futur est devant vous. On en avait parlé au moment où vous êtes arrivé à la tête de FarkNext. Il y a aussi cette question qu'on pose rituellement sur le besoin financier de l'entreprise. À l'époque, vous m'avez dit, attendez, laissez-moi un petit peu le temps d'arriver pour voir ce qu'il faut faire. Là, on l'a vu, vous avez la possibilité de lever des fonds. C'est quelque chose auquel il va falloir quand même penser assez vite, non, quand je vous écoute. Cela ne devrait choquer personne. Qu'une société comme FarkNext doit lever des fonds pour mener à bien ses études. À un moment, nous devons lever des fonds. C'est un fait dans la biotechnologie. L'argent ne pousse pas sur les arbres, donc nous devrons aller sur le marché à un moment donné. Mais c'est la bonne chose à faire lorsque nous savons que nous avons une nouvelle direction, un nouveau conseil d'administration, la bénédiction de la FDA, un protocole d'essai qui est prêt à démarrer. C'est le moment, peu après, de réunir l'argent lorsqu'on a la certitude que nous faisons tout ce qu'il faut. Ensuite, le risque est juste un risque d'exécution. Ce n'est plus un risque de gouvernance, de fonctionnement ou non de l'essai. Nous avons mis tous les problèmes, notamment les problèmes de fabrication, derrière nous. Nous avons désormais une équipe et un conseil d'administration concentrés sur la réalisation du travail, et c'est ce que nous allons faire. En cours de route, nous allons collecter des fonds. Mais cela ne devrait pas être effrayant. Je veux dire, personne n'est mort de dilution. Je ne sais pas si les petits actionnaires sont d'accord avec vous. Mais... Oui, détenir 2% d'Apple, c'est énorme. Mais malheureusement, posséder 10% d'une toute petite société, cela ne représente pas grand-chose. Nous n'essayons pas du tout de punir l'actionnaire. Nous essayons de grandir ensemble. Et c'est pourquoi il s'agit d'une excellente opportunité. Au fur et à mesure que nous collectons des fonds, si les actionnaires individuels ici en France investissent de l'argent, nous roulons tous ensemble vers le succès. Bon, eh bien voilà, merci David Salomon, laser focused, j'ai retenu pour le l'essai et là la commercialisation, on espère, de PXT 3003 dans les années à venir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.